Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Cet épisode du podcast Ophthalmo vous est offert avec le soutien institutionnel de Théa Pharma. En 1550 avant notre ère, le papyrus d'Hébers, l'un des plus anciens traités médicaux connus, mentionnait déjà des remèdes pour les yeux secs à base de graisse animale et de plantes broyées. Au XIXe siècle, l'ophtalmologiste français Louis de Wecker constatait que certains de ses patients présentaient une cornée terne, dépourvue de lustre, liée à une absence de larmes. Il parlait alors de xérophtalmie. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que le concept de film lacrymal est scientifiquement défini, ouvrant la voie à une compréhension plus précise des mécanismes de la sécheresse oculaire. La hausse marquée de l'incidence de la sécheresse oculaire, associée à l'émergence récente de dispositifs diagnostiques et thérapeutiques innovants, a fait aujourd'hui de cette pathologie un enjeu central de l'ophtalmologie médicale et chirurgicale. Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode consacré à la sécheresse oculaire. Nous retrouvons le professeur Pablo Di Gero. Alors, une fois que le diagnostic est posé, et là c'est une question un petit peu large, quelle va être votre prise en charge ? Est-ce qu'il y a une prise en charge de première intention, deuxième intention ? Comment vous allez procéder ? Donc ça, vous savez que la sécheresse oculaire, il existe une association ou une société savante qui s'appelle le TIFOS, qui s'est réunie là l'année dernière pour la 3e fois, qui se réunit globalement tous les 7 à 10 ans, et qui donne donc des orientations pour comment aborder un patient de sécheresse oculaire. Et donc le TIFOS, justement, la question m'y a fait penser, proposer comme ça des étapes, c'est-à-dire première étape, vous essayez la goutte 1, deuxième étape, vous faites la goutte 1 plus 2, troisième étape, vous essayez la goutte 4, ainsi de suite. Au total, c'était noyer le patient sous des tonnes de gouttes, mais ces gouttes s'évaporant au bout d'une minute, elles ne résolvaient pas le problème. Ensuite, depuis, on va dire, début des années 2000, un ophtalmologiste nord-américain qui s'appelle Rolando Toyos, que je connais bien et qui participe souvent à nos congrès, s'est aperçu, puisque sa femme, en fait, est médecin esthétique, et elle faisait donc de la lumière pulsée à ses patients pour la coupe rose ou les choses comme ça. Et donc, ils se sont aperçus, c'est le principe de sérendipité qui plaît beaucoup à mon fils, de dire que donc les patients de sa femme qui se plaignaient d'œil sec étaient améliorés par ces traitements de lumière pulsée pour la coupe rose cutanée. Et donc Rolando a un peu investigué, il a un petit peu après évolué, fait des protocoles spécifiques, et il a permis, après avec d'autres, de montrer que la lumière pulsée avait vraiment une action utile dans la prise en charge de la sécheresse oculaire. Donc ça, c'était le premier traitement physique qui est apparu donc il y a une vingtaine d'années. Et ensuite sont venus s'ajouter petit à petit d'autres traitements. Par ordre d'ancienneté, le deuxième, c'était le LipiFlow, qui est un appareil qui avec des coques que l'on met sous les paupières. Ces coques sont reliées à un dispositif qui va les chauffer à 43 degrés et avec un petit piston, provoquer la désobstruction de ces glandes. Donc c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Ça fait pas tout, comme le laboratoire à l'époque le disait. Mais en France, ça s'est pas imposé et dans la plupart des continents, c'est pas imposé parce que c'est un consommable qui est trop cher et du coup, les patients ne peuvent pas le payer. Et donc, c'est quelque chose que moi, j'utilise encore de façon plus ou moins compassionnelle, mais qui garde une efficacité. Et c'est dommage, comme souvent, c'était une petite start-up qui s'appelait Tear Science, qui a été rachetée par un grand labo, et le grand labo n'a pas su gérer, n'a pas pu garder le personnel qui avait créé tout ça. Et donc maintenant, c'est un projet qui est quasiment abandonné, malheureusement, parce qu'en fait, si on avait pu continuer à développer cet appareil, par exemple en modifiant les paramètres, plus ou moins long, plus ou moins fort, la pression, etc., on aurait pu certainement avoir un outil très intéressant. Après donc ce QMR sont apparus à peu près en même temps la photobiomodulation. Vous en avez entendu parler puisque ça c'est un concept qui est extrêmement à la mode. On en parle maintenant même en rétine pour les drusènes débutants. Et donc cette photobiomodulation ou Low Level Laser Therapy 3LT, c'est plus difficile de comprendre comment ça marche. Parce qu'en fait, on dit que c'est quelque chose qui va aller stimuler l'énergie de la cellule par le biais de la stimulation des mitochondries. C'est compliqué. En pratique, est-ce que ça marche ? Oui, mais c'est plus difficile à intégrer conceptuellement que d'autres traitements. Ensuite, on appelle, c'est les plus récents, c'est ce qu'on appelle les Electric Current Device, qui sont donc le QMR Resono, qui est un masque que l'on met donc sur les paupières et qui va délivrer un courant qui est entre 4 et 64 Hz et qui va donc avoir
C'est le principe donc de résonance qui va, encore une fois, c'est difficile à démontrer, mais c'est comme ça que c'est proposé, va aller stimuler le métabolisme cellulaire. Et là, pour le coup, le laboratoire insiste beaucoup là-dessus, mais je ne sais pas si c'est réel ou pas, va pouvoir stimuler aussi bien les glandes lacrymales que les glandes de mébomus. Et donc, c'est présenté comme un traitement complet de la sécheresse oculaire. Et le dernier traitement, qui est celui qui est en train de révolutionner complètement la sécheresse oculaire, c'est l'électroporation. Et l'électroporation, c'est un concept qui va, encore une fois, avec un courant électrique, dépolariser les membranes cellulaires et permettre donc de faire rentrer dans ces cellules, de les réhydrater, si vous voulez. Et donc, pour toutes ces glandes obstruées, dysfonctionnantes, ou pour tous les problèmes de conjonctive, c'est miraculeux. Par exemple, sur les lead weepers ou sur d'autres problèmes conjonctivaux, par exemple, ces patients qui ont des sécheresses oculaires depuis longtemps, ils ont une espèce de fibrose conjonctivale qui va, encore une fois, aggraver le problème. Et si on ne résout pas ce problème-là, même si on a rétabli tout le reste, le patient va encore être gêné. Et donc, ces 5 traitements, il n'y en a aucun qui soit non indispensable. Parce qu'en fait, chacun a des indications qui lui sont particulières. Pour être schématique, on va dire que la lumière pulsée, c'est tout ce qui est inflammatoire, télangiectasie. La photobiomodulation, c'est souvent quand c'est accompagné avec des problèmes cutanés, par exemple les rosacées ou autres maladies cutanées, la photobiomodulation est quelque chose d'utile et d'efficace. Le QMR résonaux pour tous les problèmes cicatriciels, donc par exemple, chaque fois qu'il y a une atteinte cornéenne, moi je l'utilise, ou post-lasique ou des choses comme ça. Le jet plasma, donc l'électroporation, c'est quelque chose de récent, donc on est en train de découvrir de plus en plus d'indications, mais c'est effectivement, pour soulager les plaintes des patients, c'est extraordinaire. Et donc le LipiFlow, comme je vous disais, qui est efficace, mais malheureusement, le problème de coût fait qu'il ne s'est pas développé comme il aurait dû probablement, parce que c'est quand même un appareil qui est utile. Et donc vous voyez, chacun des 5 fait des choses différentes. Et c'est pour ça que je crois que ça doit faire des années que je n'ai pas traité un patient avec une seule technologie, parce que la plupart du temps, et on en revient presque à la question de départ, quels sont les types de sécheresse? Eh bien là, c'est pareil. Comme on n'a jamais qu'un seul problème, on est très souvent obligé d'utiliser plusieurs solutions pour résoudre l'ensemble des problèmes du patient. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est pour ça qu'on a créé une autre association qui s'appelle la WIDE, qui est la World International for Dry Eye Society, qui, elle, s'occupe de tous les protocoles thérapeutiques. Et donc, on a créé le concept qui s'appelle IPL+, parce que l'IPL, au départ, était donc le traitement le plus ancien, on va dire le 4-4. Et en fait, le plus, ça veut dire quels sont les autres traitements qui doivent être combinés à l'IPL pour avoir la meilleure efficacité en fonction des problèmes présentés par le patient. Et donc, je pense que c'est ça qui, je ne sais pas si vous vous intéressez un peu au sujet ou pas, mais probablement c'est ça qui surprend le plus les collègues, c'est de dire « Waouh, je ne pensais pas que c'était aussi sophistiqué votre truc. » Pour moi, la sécheresse, c'était un patient qui geint, à qui je prescris une goutte, et ciao. Et là, vous me dites qu'il y a une stratégie diagnostique, une stratégie thérapeutique et tout. Et donc, c'est vrai que, je ne sais pas comment vous le voyez vous, mais c'est vrai que beaucoup se disent « Waouh, c'est pas ce qu'on pensait, c'est devenu une vraie surspécialité. » Et je dis oui, c'est une vraie surspécialité parce qu'on a des moyens diagnostiques, des moyens thérapeutiques, des raisonnements, enfin, c'est plus du tout comme, en tout cas, on le voyait il y a 20 ans. Et comme c'était pas très amusant, bah, la plupart des gens s'y intéressaient pas. Et je pense que si on l'enseignait maintenant comme c'est la réalité, bah, il y aurait plein de jeunes qui se diraient oui, c'est super intéressant et il faut que je m'intéresse à ça, il faut que je me forme et il faut que j'arrive à comprendre tout ça. Parce que si l'ophtalmo le comprend pas, le patient il le saura. Hein. Maintenant, Internet a tellement démocratisé toutes les choses et je pense que même Chat, je l'ai interrogé tout à l'heure pour savoir s'il était au courant. Il connaît l'ITAO, il connaît les traitements, il connaît les concepts IPL+. Parce qu'en fait, il va aller piocher dans des comptes rendus de congrès, dans des choses comme ça, qui fait que, bah, au final, je peux encore le battre, mais parce que pour l'instant, c'est moi qui l'alimente. Mais je pense que, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais c'est impressionnant quand même ces outils, ce qu'ils sont capables d'aller chercher comme information. Et ça, c'est le message pour les collègues, c'est que vous ne pouvez pas rester complètement ignorant d'un problème qui concerne 30% de vos patients. Et donc, la moitié de vos chirurgies, tous vos patients qui ont des IVT, tous vos patients traités pour glaucome, et ainsi de suite. Par exemple, pourquoi je le dis souvent, mais là, je l'avais oublié, mais en fait, le SLT, c'est un traitement de la sécheresse oculaire. Parce qu'un patient qui a une sécheresse induite par les collyres, vous n'arrivez pas à le sortir du problème tant que vous n'avez pas fait le SLT. Et on s'est aperçu que le SLT combiné à la lumière pulsée
permettait non seulement de résoudre le problème de surface, mais potentialisait l'action hypotonisante du SLT. Et donc, de plus en plus, maintenant, c'est des protocoles combinés, SLT plus IPL. Et moi, je sais que j'en ai souvent l'épaule gauche qui tient la lentille ankylosée, tellement je suis obligé d'en faire. Parce qu'en fait, c'est impressionnant la quantité de gens qui nécessitent. Et par exemple, quand vous faites un suivi de glaucome en OCT, demandez, si vous le faites, ou demandez à votre technicien qu'il le fasse, regardez le mapping épithélial. Parce que quand vous avez un glaucome avec une atrophie épithéliale cornéenne, c'est qu'il y a une toxicité des collyres et qu'il faut absolument agir et essayer de proposer des solutions. Et ça coûte rien et ça permet un suivi tout aussi important, pas tout aussi important, n'exagérons pas, mais que du nerf optique et de la papille. Mais en tout cas, pour le patient, s'il commence à avoir les collyres qui lui gâchent la vie, il va plus facilement les arrêter. Et une fois que vous avez créé avec les collyres l'inflammation, le collyre va être moins efficace et vous rentrez dans le cercle vicieux. Il y a un nouvel SLT qui a été créé par la société Belkin, qui a été entre-temps vendu à Alcon, mais qui permet de faire des SLT en 3 secondes pareil. Moi, je l'ai essayé à l'ESCRS il y a 2 ans et c'est impressionnant. Donc après, on ne sait pas encore si c'est aussi efficace que les SLT classiques, mais vous imaginez, si vous êtes capable de faire en 2 minutes un SLT, vous n'aurez pas d'excuse pour essayer en tout cas de traiter la surface oculaire avec des systèmes aussi simples et sans contact. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir dans cette nouvelle technologie pour essayer de... Vous savez qu'il y a des pays comme l'Angleterre où le SLT est le traitement de première intention. Donc en France, on est encore dans le concept de la goutte en premier, mais en tout cas d'un point de vue de pas glomatologue, mais de surface oculaire, moi je préférais qu'on n'agresse pas la surface et qu'on la laisse dans l'état le moins inflammatoire possible, ne serait-ce que pour le bien-être du patient. Merci beaucoup. Alors, vous parliez de chirurgie, de réfractive et puis de cataracte. C'est un sujet qui intéresse beaucoup. Et est-ce que vous pourriez, donc la sécheresse éventuelle post-opératoire et préopératoire dépend de plein de causes, mais est-ce que vous auriez éventuellement un protocole à recommander en préopératoire, en post-opératoire pour les chirurgies, ou est-ce que vraiment c'est dépendant de chaque patient? Non, pas du tout. Je vous pose une question. Admettons que vous ayez un patient que vous avez opéré de LASIK, avec un résultat réfractif parfait. Mais ce patient a l'œil sec. Alors, première question, est-ce qu'il l'avait avant votre chirurgie ou pas? Vous n'avez pas regardé, donc du coup, personne ne le sait. Admettons que ce patient porte plainte et surtout devant un juge. Le juge fait faire une expertise, il trouve une atrophie immobilienne stade 4. Cette atrophie, maintenant que le juge est bien renseigné, il sait qu'elle n'a pas pu se créer en 3 semaines. Qu'est-ce que vous faites? Vous plongez. C'est inexcusable comme erreur. Bon. Et moi, je dis souvent, il y a 20 ans, l'obsession, c'était le kératocone. Donc, on a inventé plein de systèmes pour détecter le kératocone avant LASIK. Bon, maintenant, c'est un problème qui est à peu près réglé. Mais là, le gros problème, c'est qu'il faut faire une mammographie avant LASIK. Vous ne pouvez pas. Si vous ne le faites pas, qu'il y a un problème et qu'il y a une expertise, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, pourquoi je parle du LASIK en premier? Parce que c'est le premier créateur de sécheresse oculaire. Ensuite, les implants premium en cataracte. Bon, vous allez donc proposer au patient une solution hyper satisfaisante en termes réfractifs. Mais si le patient se retrouve avec un œil sec, ce qui est très fréquent dans les suites de l'opération de cataracte, bon, on va dire 3-4 semaines, ça va. Mais si le problème persiste au-delà, pareil, admettons, je ne veux pas encore rentrer dans le système nord-américain, mais qui est une plainte, pareil, expertise, atrophie stade 4. Bon, c'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, avoir une mammographie systématique dans le dossier, je pense que ça va être incontournable. Parce qu'à la rigueur, l'obstruction, s'il y a une obstruction avant une opération et que vous ne la résolvez pas, bon, on peut toujours dire qu'elle y était pas, bon, c'est plus difficile. Hein. Je pense que si vous aimez votre métier et que vous le faites bien, il faut regarder s'il y a une obstruction et le résoudre, parce que maintenant on sait les résoudre avant une chirurgie. Ça ne coûte rien, c'est simple et ça va donner de meilleures suites opératoires. En fait, le problème, c'est que tout acte chirurgical peut entraîner une sécheresse oculaire, qui la plupart du temps est déjà présente. Mais ce que se disent la plupart des experts, c'est 2 choses différentes de savoir s'il était présente, vous avez prévenu le patient et tout le monde est au courant, que si le patient a l'impression que c'est vous qui avez créé le problème. Et la plupart du temps, vous n'avez pas créé le problème, il préexistait, mais vous ne l'avez pas regardé. Et donc du coup, c'est ça le souci. Et c'est pour ça que je vous disais la méthode Itao, qui peut se faire donc avec une lampe à fente, simplement, vous regardez la cornée. Bon, je suppose que si on fait un LASIK, c'est qu'il n'y a pas de kératite. Bon, les téléangiectasies,
elles sont évidentes. Mais moi, j'ai plein de patients avec des télangiectasies partout et qui ont été opérés de l'ASIC. Et bon, malheureusement, avec un résultat prévisible, voilà. L'atrophie, là, on en revient à la mébographie. Atrophie stade 4, vous ne faites pas de chirurgie de confort. Cataracte, c'est autre chose, mais vous n'allez peut-être pas vous lancer dans les implants premium s'il y a une atrophie majeure. Et l'obstruction, c'est quelque chose qui s'évalue de façon très simple et qui peut, donc ne serait-ce qu'avec des masques chauffants et des soins de paupières, s'améliorer avant une chirurgie et après. Donc c'est pour ça que, et c'est ce que je dis à mes collègues et qu'on voit de plus en plus dans les congrès, on ne va pas pouvoir faire l'impasse sur ce petit bilan. Et c'est pour ça que la méthode Itao est simple, parce que vous dites, reprenons le cas du juge, vous dites au juge, voilà, moi j'ai fait la méthode Itao, ça me donnait 2 sur 10, 2 sur 10 ne me donne aucune contre-indication aux chirurgies. Bon, et le juge va conclure, bon, il y a des fois où c'est pas de chance. Bon, mais si l'Itao était à 8, par exemple, bon, après, je pense qu'il faut être très con si on a fait un Itao à 8 et on fait la chirurgie quand même sans avoir résolu les problèmes, mais admettons. Mais bon, je pense qu'il faut maintenant être capable de démontrer qu'on a envisagé le problème avant toute chirurgie. Parce que sinon, je pense que c'est laisser la porte ouverte à trop de problèmes post-opératoires ou de conflits avec le patient. Et je pense sincèrement qu'un patient à qui on dit, voilà, par exemple, vous avez un œil plutôt sec, ça n'empêche pas de trouver des solutions de chirurgie réfractive, mais on va peut-être éviter le LASIK qui, en coupant les nerfs cornéens et en les brûlant avec le Finto, va peut-être déclencher quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler. Alors que les chirurgies de surface ou le SMILE sont moins toxiques pour l'innervation cornéenne. Et donc, sur un patient un peu limite, je pense qu'il vaut mieux rester sur quelque chose de surface. Pareil pour les implants premium, vous ne pouvez pas proposer des implants hyper sophistiqués si vous savez que la surface oculaire est hyper altérée et que le patient ne pourra pas bénéficier de la qualité optique que sont délivrés par les implants. Parce que moi, je conclue souvent mes comptes rendus de bilan de sécheresse, dire chirurgie parfaite, patient hyper insatisfait. Donc, c'est qu'il y a un problème. Le chirurgien est content, c'est normal, parce qu'il a bien fait son boulot, mais simplement, l'environnement dans lequel se trouve l'œil est délétère et le patient n'est pas satisfait. Et après, il ne se focalise plus que sur ça, il ne voit plus le bénéfice, parce qu'on oublie très vite qu'on voyait mal avant et qu'on voit bien après. Donc, une fois qu'on voit bien, on se focalise que sur les petits à côté. Et donc, moi, je recommande vraiment, et je pense qu'un jour ou l'autre, les sociétés savantes vont imposer une norme quelconque disant avant chirurgie, il y a un Itao, un équivalent, qui a été réalisé pour être sûr que le patient n'avait pas de soucis. Et je pense que le cas de l'atrophie stade 4, ça c'est le cas le plus risqué. Et c'est, je crois, aussi risqué que de passer à côté d'un kératocone frustre avant un LASIK, ce qui arrive heureusement de moins en moins. Mais c'est encore plus simple de détecter une sécheresse oculaire ou une mébographie. Et la mébographie, en plus, vous savez que, j'ai oublié de vous dire quand je parlais des OCT, que maintenant, beaucoup d'OCT sont capables de vous faire une mébographie. Alors moi, j'ai par exemple le Solix, et le Solix donc, fait les meilleurs mappings épithéliaux, à mon avis. Et il suffit de retourner la paupière et la caméra infrarouge va vous donner une mébographie. Donc ça va vous prendre 10 secondes de le faire. Et là, au moins, vous êtes tranquille parce que vous avez fait le minimum. Vous vous rendez compte qu'en 10 secondes, vous pouvez sauver votre chirurgie. En tout cas, les futurs problèmes. Parce que si vous retournez, tac, atrophie stade 4, là, immédiatement, vous devez repenser votre stratégie. Et ça prend vraiment 5 secondes de faire la mébographie en OCT. Tous les OCT n'ont pas de caméra infrarouge, mais la plupart l'ont maintenant. Et donc, dans un bilan préopératoire, que ce soit cataracte, parce que la cataracte aussi, on fait un OCT, bon, peut-être pour la rétine, pour la des membranes. Moi, je pense que pour la cornée, c'est hyper important parce que j'en discutais avec un des meilleurs experts français qui est Dominique Monet. Et effectivement, si vous avez une atrophie supérieure, par exemple, de l'épithélium, vous allez plutôt passer par voie temporale. Et donc, vous allez éviter de faire une incision supérieure. Et donc, au final, il y a plein de petits détails qui vont faire que votre chirurgie va être plus ou moins efficace. Et donc cette mébographie que fait l'OCT, qui prend 2 secondes, me paraît vraiment incontournable en chirurgie. Et encore une fois, c'est comme, ça ne viendrait pas l'idée d'opérer un patient de réfractif sans connaître la kératométrie, par exemple. Si, 49, vous allez quand même peut-être regarder d'un peu plus près s'il n'y a pas un kératocone frustre ou autre, vous voyez. Et donc, la mébographie doit faire partie, aussi bien que la pachymétrie, la kératométrie, des critères essentiels en préopératoire de n'importe quelle chirurgie. Et donc, je ne suis pas en train de proposer des trucs compliqués. C'est pour ça que moi, l'objectif, c'est de
de faciliter au maximum la démarche du chirurgien pour qu'il n'oublie pas de regarder ces 2-3 trucs qui sont vraiment basiques et qui ne vont pas lui prendre de temps. Parce que c'est sûr que si vous proposez une démarche, à une époque, le SRS a proposé une démarche hyper compliquée où il fallait faire l'osmolarité, les métalloprotéases, etc. Bon, la plupart des chirurgiens, ils vont dire, bon, c'est gentil, mais c'est pas possible. Là, moi, je leur demande simplement de regarder 2 petits trucs, ça va leur prendre 30 secondes et ça va permettre d'éviter que certains patients aient des indications qui ne soient pas adaptées à leur statut de surface oculaire. Après, ce qui est bien, c'est qu'en fait, aucune de ces techniques ne nécessite un apprentissage très long. Elles sont toutes très, très faciles et je dirais quelques séances, vous pouvez apprendre à le faire très correctement. Donc pour les gens qui veulent se lancer dans ce type de traitement, c'est pas comme la chirurgie qui nécessite quand même un apprentissage de plusieurs années ou mois, enfin, ça dépend de sa dextérité, mais alors que là, très, très vite, on est au point. C'est peut-être un travail de comprendre l'environnement, les indications, et cetera, qui est plus long. Mais une fois que vous avez compris tout ça, faire, utiliser les techniques, c'est très rapide et c'est très mal connu, hein, des ophtalmologistes, mais en fait, on a des dizaines et dizaines de protocoles et de machines par exemple, des machines d'IPL, il y en a des dizaines et ainsi de suite. Donc il y a c'est pour ça qu'il y a tous les prix, toutes les qualités, tous les avantages et donc il y a pas de frein, je dirais, pour un ophtalmologiste pour s'équiper. Mais encore une fois, je pense qu'on peut pas, parce que ça c'est une question peut-être qui revient souvent, on peut pas faire bien avec une seule machine. Vous pouvez pas dire: «Bon, moi j'ai la machine universelle qui va tout me résoudre». Donc si vous lancez dans la démarche, moi je pense qu'il faut le faire de façon comme je vous ai expliqué, avec une démarche diagnostique, identifier les problèmes et être capable de résoudre chacun des problèmes. Peut-être que c'est difficile d'avoir tous les équipements, mais après ça peut être comme dans les chirurgies réfractives, il peut y avoir un endroit qui mutualise un peu l'accès à ces technologies et puis chaque chirurgien vient avec ses patients et s'en occupe ou les confie à un expert. C'est vrai que pour le coup, l'investissement d'un centre expert, ça a un coût qui est probablement rédhibitoire pour la plupart des ophtalmologistes, mais je pense qu'on va arriver à un moment ou à un autre à une mutualisation et que vous pourrez aller à la clinique ou dans un centre de l'œil sec avec les équipements et traiter vos patients. Parce que après, c'est encore une fois, c'est une question de volume. Vous allez commencer, vous allez en faire 2, 3, 4, et puis un jour, vous allez dire, mais j'en ai 15 par semaine à traiter, bon, bah, autant m'équiper chez moi. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué au début. Moi, je sais que j'ai eu tous les appareils. Au début, on les regarde un peu comme ça. On se dit: «Est-ce que ça va être utile, pas utile?» On a toujours peur de faire le mauvais investissement. Mais au final, une fois qu'on a compris que tout appareil pouvait avoir un intérêt et que si vous voulez être efficace, il faut être capable de résoudre tous les problèmes, après ça permet de ne pas avoir cette peur-là. Mais bon, encore une fois, pour celui qui moi, je suis un peu monomaniaque sur le sujet, mais pour celui qui s'y intéresse, entre autres, probablement que des endroits où il peut trouver une mutualisation de tous les instruments diagnostiques et thérapeutiques, c'est probablement ce qui va s'imposer dans les grandes villes, je pense. Puis effectivement, en ce moment, la rupture de la vitamine A, est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte dans votre pratique? Enfin, est-ce que vous avez un message ou une idée à faire passer là-dessus? Non, c'est sûr. Moi, je l'utilise jamais, hein, mais parce que c'est pas la grande utilité, moi, je dirais, c'est la paupière qui se ferme pas la nuit, la lagophtalmie. Mais ça, c'est vrai que maintenant, avec des gels et autres, on peut à peu près compenser. Moi, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle des masques nocturnes, en fait, qui maintient la paupière fermée la nuit pour éviter justement que cette ouverture fasse que tout s'évapore et que le patient se réveille avec la KPS inférieure. Donc, parce que malgré tout, bon, ça a quand même des désavantages, hein. C'est gras, ça brouille la vue. Donc, bon, ça n'avait pas que c'était utile, hein. Je dis pas que je suis content qu'il y ait pas. Mais je pense qu'on peut utiliser d'autres systèmes, en tout cas dans la sécheresse oculaire, hein. Je ne parle pas des problèmes neurotrophiques ou autres, hein. Mais disons que pour le patient qu'on utilisait la nuit pour éviter qu'il ait sécheresse oculaire du matin, avec des gels et des masques nocturnes, on peut arriver à avoir des résultats tout à fait intéressants. Passons maintenant aux questions du patient. Ce sont des questions qu'on entend souvent en consultation. Oui, professeur, on entend souvent les patients nous demander: «Est-ce que le mode de vie moderne aggrave, la sécheresse oculaire?» Probablement. On n'a aucune notion, parce qu'il faudrait pouvoir comparer avec il y a un siècle, mais
Les écrans, c'est sûr qu'on cligne moins. Le fait de moins cligner fait qu'on produit moins de... Parce qu'à chaque clignement, si vous voulez, il y a une petite giclée de mébum qui va sortir des paupières. Donc moins vous clignez, moins il y a de mébum. Moins il y a de mébum, moins l'alarme est épaisse et moins elle va être résistante aux différentes agressions. Donc les écrans, c'est sûr. Mais nous, en tant que chirurgien, on le sait, après une journée au microscope, on a tous les yeux hyper secs parce que quand on regarde au microscope, on ne cligne pas du tout. Et donc, on sort du bloc opératoire, en général, avec les yeux secs et irrités. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais en tout cas, la plupart des collègues se plaignent de ce problème-là. Donc, les écrans, c'est sûr. La pollution, probablement. La malbouffe, sans doute, parce qu'il y a toute une partie associée au microbiote. Donc, un microbiote dysfonctionnant, probablement, va avoir des conséquences sur la qualité des larmes. Donc, bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a de plus en plus de personnes qui se plaignent de sécheresse oculaire et on en est à près de 500 millions dans le monde, hein, en sachant que c'est extrêmement sous-évalué. Mais je pense que quasiment une personne sur deux de votre famille, votre entourage, etc., à un moment ou à un autre se plaint d'avoir les yeux secs. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment devenu très, très fréquent. En tout cas, dans le monde dans lequel on vit, c'est un problème majeur. Oui. Alors justement, qu'est-ce que peuvent faire nos auditeurs au quotidien pour mieux vivre avec la sécheresse oculaire ou en tout cas la prévenir? Alors, bien cligner, ça il y a toute une méthode qu'on conseille parfois aux patients d'accrocher sur l'écran de leur ordinateur pour leur dire de cligner. Et donc, c'est des clignements un peu forcés qu'on va faire. Et on le sent, hein, des fois, quand on est, je sais pas moi, à la montagne ou dans des conditions très sèches, le fait de faire des clignements forcés permet d'améliorer un petit peu cette sensation de gêne qui peut s'installer. Donc ça, c'est tout un protocole. Il y a même des gens qui sont en train d'évaluer des logiciels qui s'afficheraient sur le coin de l'écran pour dire c'est le moment de cligner ou un truc comme ça, avec un petit tuto, des choses comme ça. Ça, c'est essentiel. Après, ne pas être dans des ambiances ultra sèches, hein. Par exemple, si vous pouvez dormir dans des conditions qui sont pas ultra sèches, c'est-à-dire la clim à fond avec ça, c'est pas bon. Les avions, non, je pense aux avions parce qu'en fait, j'ai plein de pilotes qui viennent ou d'hôtesses de l'air ou de stewards qui ont les yeux secs, mais c'est quasiment impossible à éviter vu qu'ils sont dans des conditions de sécheresse de l'air qui sont très importantes. Et après, surtout, ça, c'est les petits moyens, mais surtout, allez voir votre ophtalmo, parce que si vous avez une atrophie importante des glandes ou qui sont obstruées, il y a des solutions. Et donc, allez consulter. Et puis, après, c'est beaucoup de gens, la sécheresse est induite par des lunettes de mauvaise qualité, de mauvaise correction, des verres mal centrés, C'est pour ça qu'un bilan ophtalmo, je pense que c'est recommandé dès qu'il y a la moindre plainte, surtout que maintenant qu'il y a des solutions et donc je recommanderais ça. Plus que de regarder des tutos sur YouTube, allez voir votre ophtalmo et il y aura sûrement des choses à vous recommander. Et c'est pour ça qu'il faut que les ophtalmos, du coup, soient formés à cette prise en charge. Alors, il est difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon vous l'avenir du diagnostic et de la prise en charge des patients souffrant de sécheresse oculaire? Moi, je pense qu'on a vraiment maintenant, comme je vous l'ai expliqué, beaucoup d'outils, hein. Donc, pour moi, le progrès, ce serait que la plupart ou tous les ophtalmos soient capables de le faire, ou en tout cas de le savoir et de référer à ce qu'ils font. Parce qu'on était très démunis il y a 20 ans, hein. On ne savait vraiment pas, hein. On mettait des gouttes qui rendaient d'énormes services, mais qui ne permettaient pas de résoudre les problèmes. Parce que la plupart des patients, ce qu'ils veulent à un moment, c'est revenir à l'état d'avant sécheresse et d'avoir au moins des périodes de plusieurs mois sans être embêté avec ça. Et c'est ça qu'on arrive à faire maintenant avec les traitements. On arrive la plupart des patients à les stabiliser plusieurs mois sans gêne particulière. Parce que mettre 2-3 gouttes par jour, c'est pas pareil que d'en mettre toutes les 2 minutes. Et il y a parfois des patients qui sont contraints, d'en mettre tout le temps. Et alors qu'en mettre de temps en temps, ça, c'est acceptable. Mais que ce soit la phobie de la personne qui part travailler, qui a oublié ses collyres et qui en a pas et qui stresse ça c'est une torture psychologique qui doit être évitée. Effectivement, on peut et donc consulter, faites-vous traiter et c'est pour ça que pour répondre, je pense que c'est quelque chose qui va devenir énorme parce qu'en fait les patients sont là, les moyens de prise en charge thérapeutique sont là, donc je ne sais pas si on va avoir des meilleurs traitements à court terme, hein. Parce que moi, je disais, mon fils vient de être chef de clinique, mais il n'est pas en ophtalmo. Mais je disais, mais
je me surprends à penser qu'il y a 20 ans, quand j'apprenais à faire la faco, ça n'a pas tellement évolué en 20 ans quand même. Bon, les trous sont plus petits, les machins par-ci par-là, mais fondamentalement, c'est pas quelque chose qui a énormément bougé. Et les colis rotiglaucomateux, c'est à peu près les mêmes depuis 20-30 ans. Alors que là, la surface oculaire, on a eu en 10-15 ans, c'est la surspécialité quasiment qui a le plus évolué et qui tous les jours, il y a des nouveaux moyens diagnostiques, thérapeutiques. Et après, je pense que la plupart sont pas d'accord, mais moi, de mon point de vue, c'est la surspécialité qui bouge le plus. Même plus que la rétine, où il y a toujours un nouveau produit pour injecter dans le vitré, mais malgré tout, je pense que nous, du fait de la quantité de gens qui sont atteints et des solutions de plus en plus fréquentes, c'est la surspécialité qui est la plus intéressante à aborder pour un jeune. En tout cas, même si c'est pas enseigné encore dans les facultés, mais je pense que les jeunes, je dirais aux internes, il y a des endroits où vous pouvez vous former. Formez-vous parce que vous ne pourrez pas faire votre carrière sans être au courant de tout ça, au moins le basique qui est indispensable. C'est maintenant, on arrive à la fin de notre entretien. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était vraiment passionnant et vous avez éminemment partagé votre passion. C'est un plaisir. Ouais, non, mais c'est vrai que je pensais pas que je pouvais retrouver à nouveau un tel intérêt pour quelque chose, mais c'est vrai que c'est particulièrement gratifiant d'en permanence pouvoir disposer de nouveaux outils, avoir des résultats de plus en plus satisfaisants et malgré tout d'aider beaucoup de patients qui, c'est vrai, sont souvent dans des problématiques très complexes et intenses. Et je les vois quand au bout de quelques mois, ils se retrouvent à nouveau à ne plus penser à leurs problèmes oculaires qui devient comme la goutte chinoise, la torture de la goutte, ça devient insupportable. Une fois que vous êtes focalisé dessus, il y a des gens qui deviennent dépressifs ou qui deviennent vraiment qui se coupent du monde du travail. Et c'est pour ça que je me rappelle quand j'étais interne, on disait le patient de l'œil sec, c'est un patient psychiatrique, machin, etc. Mais en fait, non, on s'aperçoit maintenant que c'est un patient qui se plaint vraiment de choses réelles et pour lesquelles on peut apporter des solutions. Et donc, c'est ça qui est important, que tous les collègues comprennent qu'il est important de prendre ça en charge de façon sérieuse et moderne. Merci, professeur. Alors, nous vous retrouverons aux 5e rencontres donc de l'ACOS, les vendredis 12 et samedi 13 décembre 2025 à Paris, pour une belle réunion, j'imagine. C'est ça. Et vous êtes cordialement invités tous les deux et tous ceux qui souhaitent venir, parce qu'il faut au moins l'avoir vu une fois pour comprendre tout ce que l'on peut faire maintenant en 2025. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.